Il était inévitable que j'interroge publiquement pour vous mon ami Gustave à la veille des élections municipales parce qu'il a deux talents, celui de repérer immédiatement les incohérences dans la parole publique et l'autre qui est celui d'inférer d'une situation donnée, une situation future, c'est ce qu'il appelle prolonger les courbes. Et vous allez voir que son analyse s'arrête juste au bord de la prophétie. En fait, c'est aussi d'ailleurs par une prophétie qu'elle commence. Il me dit, tu as vu là, vendredi soir, hier donc, avant-veille d'élection, on a vu arriver ici au village tous les gens de Béziers, de Montpellier, de Carcassonne, d'Albi, plus un Parisien, plus un Lyonnais, tout ça pour aller voter. J'ai eu l'impression, me dit-il, que ton voisin, là, n'était pas très content de voir arriver son fils aîné, sa belle-fille, qui est travailleuse sociale à Montpellier. Et tu sais pourquoi, me dit-il. Ben, je savais en effet pourquoi. Il a 94 ans, ce Georges, mon voisin. Il m'a dit depuis plus d'une semaine, moi, j'ai pas envie de voter. S'ils maintiennent ces élections, ça se voit bien qu'il y a un risque de contagion et j'ai pas l'âge. Mais il n'avait pas prévu que son fils allait venir, son fils qui croise 100 personnes par semaine à Montpellier, sa belle-fille qui visite les crèches toute l'année. Donc, si ça se trouve, ce vote va lui coûter la vie à ce pauvre Georges. Et là, je dis comme Gustave, merci encore au gouvernement qui, pour de basses raisons, est en train d'exposer à la contagion des villes tous les vieux des villages en ne repoussant pas l'élection. Je dis de basses raisons parce que le gouvernement a compris que si jamais il laissait s'écouler 2 ou 3 mois encore, le personnel municipal nouveau, celui qu'on aurait élu en juin, aurait été d'une toute autre nature, d'une toute autre trempe, d'un tout autre courage que celui qu'on va élire demain. Gustave est bien de mon avis, on va élire les mêmes brels que d'habitude demain, alors que ça va être la guerre sur le terrain et en politique après-demain, et ce sont des médiocres pas du tout préparés à l'urgence, à l'imagination, à l'autorité du terrain qui vont tenir les leviers, hélas. Avant l'été, la nullité du personnel qu'on va élire demain sera tellement apparente qu'il faudra presque songer déjà à en nommer un autre, d'autant qu'il va y avoir des recours en pagaille, parce qu'il y avait véritablement un déni de démocratie dans cette histoire de vote en situation d'urgence. C'est plus que plaidable et ça va être plaidé. Bon, ça c'était la première prophétie de Gustave. Il m'a dit, tu as vu comme les dernières semaines ont été calmes ici, 2 cas par-ci, 2 cas par-là, généralement des gens qui revenaient de Chine ou d'Égypte et qui habitaient Albi ou Toulouse. À part ça, tous les villages vivaient normalement, les agriculteurs se faisaient la bise au café, mais à cause de leurs élections, où d'ailleurs la moitié des gens ne vont pas voter, l'autre qui est venu de la ville va foutre le bordel et tout le monde va se méfier désormais de tout le monde devant la camionnette du charcutier le mardi à midi. Mais m'a dit Gustave, puisque tu me demandes mes prédictions, des prédictions, je vais pas faire vraiment le devin, je vais faire le sociologue. Je ne peux pas te parler de médecine, je ne peux pas te parler d'économie, je ne suis qualifié ni dans l'un ni dans l'autre domaine, mais je peux te parler au moins de ce qui nous attend quand même, et qui n'est pas de l'ordre de l'événement, mais qui est de l'ordre du terrain. J'analyse le terrain. En fait, je peux faire le géologue, le sourcier, et te dire là où le terrain va céder en cas d'intempérie. Ce qui va manquer aux gens dans les 2 prochains mois, me dit-il, là où le terrain va se dérober, en quelque sorte, c'est pas le sucre ou les pâtes, puisqu'il n'y a aucune raison qu'on ne les produise plus. Alors, si les gens ne manquent pas d'approvisionnement, de quoi vont-ils manquer ? Ce qui m'embête, a dit Gustave, c'est qu'ils vont manquer avant tout de soupapes pour libérer la pression sociale qui est très forte, surtout en France. Tout le monde te dit que la société moderne est une source d'inquiétude, de stress, etc., que les gens sont surinformés. C'est vrai, mais en temps ordinaire, ils ont des dérivatifs très puissants qui leur remontent le moral ou qui leur permettent de se rattraper sur le chemin de la dépression. Tu prends par exemple le shopping, ça n'a l'air de rien, mais pendant 1 mois ou 2, le shopping, là, va leur être interdit. Sauf sur Internet. Et là encore, même problème que pour les élections, hein. Les livreurs qui vont partout, à mon avis, ils vont livrer aussi les microbes. Bien, en tout cas, c'est connu qu'aller faire des achats remonte le moral, me dit-il. Or, là, ils ont le moral en apnée et ils ne peuvent plus se payer des trucs ni aller au restaurant ou au théâtre pour essayer de penser à autre chose. Ensuite, il y a un autre dérivatif très puissant, plutôt chez les hommes, qui contribue à réduire l'agressivité, c'est le sport. Et pas seulement celui qu'on pratique, celui aussi qu'on soutient, en pariant sur les matchs, en allant au stade, etc. Et là, ça semble compromis, donc l'angoisse non apaisée va monter d'un cran encore. Ensuite, il y a aussi un vecteur de violence, encore pire que les autres, qui entre en ligne de compte,
c'est le contact accru qu'on va développer avec les membres de sa famille à cause du chômage partiel et de la garde des enfants, puisqu'il n'y a plus d'école. Dans notre société de cinglés, la moitié des gens fuient les relations de personne à personne en mettant les gosses à la crèche tout le temps. Les jeunes ne savent que sortir ensemble au ciné ou au resto, où chacun en parallèle consulte son portable. Les gens sont tellement obsédés par leur travail ou par des babioles que les couples ne se parlent plus vraiment, et c'est comme ça qu'ils durent d'ailleurs. Là, avec les nouvelles mesures, en clouant au foyer l'un des deux parents, par exemple parce qu'il n'y a plus d'école, tu ressoudes artificiellement un lien familial qui s'est beaucoup distendu et qui donc va connaître des tensions. Dans les familles, ça va se disputer parce que les gens qui vivaient en parallèle ne sont plus habitués à se parler, à se supporter, à vivre réellement ensemble. Et malheureusement, c'est valable pour la société en général. Quand le président à la télévision te dit « tous unis, faites bloc », il faut y avoir été préparé. Or, depuis 20 ans, tout sépare les gens. Quand il n'y a plus de lien profond, ça sert à rien de dire aux gens « vous êtes une famille », il faut qu'ils le sentent profondément. Mais là, je te parle des familles, me dit-il, où l'on fait l'effort de conserver des réflexes civiques, même quand il n'y a pas de sentiment derrière. En revanche, il y a combien de familles qui vont dire carrément à leurs gosses, depuis qu'il n'y a plus d'école, bon, écoute, là, j'ai pas les moyens de rester avec vous à mi-temps, faut que je travaille, tu vas surveiller ta sœur ou ton petit frère. Et là, combien d'adolescents vont-ils, me dit Gustave toujours, se retrouver dans la rue, à zoner sous les lampadaires? Combien d'entre eux vont se retrouver sous les bancs, sous les abribus? Combien vont retrouver surtout la promiscuité dont on essayait de les préserver en fermant les écoles? Et combien donc vont répandre le fameux virus en rentrant chez eux, exactement comme s'ils avaient passé la journée en classe? En plus, la violence ne peut que se déchaîner, puisque tout ce qu'on appelle l'encadrement aura disparu. Là, je te parle des fameux quartiers, me dit-il. Hein. Alors, pas de stade, pas de salle de sport, pas de shopping. T'ajoutes à ça le discours permanent des chaînes d'infos qui te disent pourquoi on doit avoir peur, mais qui te disent surtout qu'on a un gouvernement formidable, alors que les gens, justement, commencent à avoir peur du gouvernement lui-même. Pourquoi? Mais parce que il annonce tout et son contraire à 30 minutes d'intervalle. Voilà pourquoi, me dit Gustave. Pas question de fermer les frontières et les écoles. Ah ben si, on va fermer les frontières et les écoles. On passe en force pour la réforme des retraites. Dans 8 jours, il va te dire que ça peut attendre la réforme des retraites. Là encore, si tu fais la comparaison avec un foyer familial et avec l'enfance que j'ai eue, par exemple, je peux t'en parler, il n'y a rien de pire que d'avoir un père qui dit oui et qui dit non dans la même phrase, un père trop jeune en plus, qui n'a aucune sagesse personnelle, aucune morale. Et là, j'imagine que tu vois à qui je fais allusion. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que tu vois donc à l'horizon? Eh bien, je vois, me dit-il, que nous sommes un peuple gouverné par un immature complet, hyper anxiogène lui-même, un peuple à qui on ôte au même moment toutes les soupapes de la cocotte minute. Plus de shopping, plus de sport, plus de spectacle, plus de sorties. On a le conjoint ou les enfants sous les yeux toute la journée alors que d'habitude on les fuyait par le boulot. Donc il va rester quoi? Il va rester la télé et l'internet qui sont des vecteurs d'angoisse supplémentaires. À Campagnol, on a toujours eu la ressource d'aller marcher le long de la rivière et d'écouter les oiseaux, ça a permis d'oublier tout. La moitié de la population est capable de garder le moral en toutes circonstances, mais malheureusement, c'est l'autre moitié qui parle tout le temps en ce moment. Si les gens n'ont pas le moral chez nous, c'est pas à cause des microbes, c'est à cause des brels qui pendant 30 ans ont empilé les échangeurs et qui maintenant te parlent de solidarité et de société plus humaine. Alors je lui dis, il reste le vin rouge, pour détendre un peu l'atmosphère. Puis j'ai même ajouté, moi si j'étais au syndicat des vins de Bordeaux, je laisserais entendre que le rouge a des propriétés antivirales. Comme ça, les ventes seraient soutenues et le moral aussi serait maintenu. Ah, tu n'as pas tort. En tout cas, ça nous prépare des étés formidables à Campagnol, me dit-il. Enfin, je veux dire pour ceux qui auront survécu, évidemment. Parce que ma première prophétie, c'est que les gens vont cesser de fantasmer sur les voyages lointains, les palmiers, les Koh Lanta, la Californie, tout ça, pour revenir en vacances au village. Et le pastis va couler à flot. Au moins, c'est toujours ça. Alors là, je lui dis, c'est tout. J'étais un peu montreur de marionnettes. Je lui dis, tu veux pas nous faire une vraie prophétie sur le régime politique en France, par exemple, et sur ce qu'il en adviendra? Vas-y, lui dit, c'est le moment, tout le monde t'écoute. C'est le moment aussi historiquement, puisque on est à un carrefour, j'ai bien l'impression.
Alors il me dit, je vais faire comme d'habitude, je peux te révéler une intuition générale qui résulte de mes lectures, une intuition de lecteur compulsif. De tous les éléments que j'ai vus passer dans les livres, de tous ceux que j'ai vus passer dans l'actualité, je peux déduire au moins que l'Amérique va trahir l'Europe. Elle ne va garder que l'Angleterre et l'Australie et l'Amérique latine. Que l'Italie va trahir l'Europe aussi et l'euro pour aller s'allier à la Russie, parce que l'Europe est visiblement incapable de défendre le Sud contre une invasion, tu vois laquelle. Mais je lui ai dit, apparemment, elle veut se rapprocher plutôt de l'Allemagne en ce moment. Non, non, il me dit, c'est le contraire, ce sont les Allemands qui essayent de se rapprocher de l'Italie pour l'aménager, parce que l'Italie leur doit beaucoup d'argent et tu vas pas te fâcher avec ton débiteur. Parallèlement, la Russie va dire aux Européens, moi je veux bien assurer votre défense contre les Turcs, mais il va falloir arrêter de laisser répandre partout dans vos journaux, dans votre jeunesse, l'idée devenue obligatoire que Poutine est un salaud qui n'a aucune morale. Et alors, lui dis-je, et alors nos fameuses élites, avec tous leurs principes, là, vont le faire sans discuter. Alors, je dis, même en France, me dit-il, le régime va changer tôt ou tard pour un régime pro-russe, et il n'est pas impossible que l'Allemagne elle-même ne devienne pro-russe. Tu vas voir que tout le monde va découvrir tout d'un coup les vertus de la Russie, parce qu'elle est impossible à dompter, parce que c'est le plus vaste pays de la Terre, parce que nos cultures lui sont adossées depuis Constantinople, parce qu'elle n'a pas peur des fous de Dieu, et surtout parce que les démocraties occidentales sont essentiellement lâches. Donc tu vas voir des doubles pages dans le Figaro et le Corriere della Sera sur le thème Russie éternelle, le mysticisme tolstoïen, etc. Et on va voir sortir des dossiers spéciaux sur l'influence scandaleuse de la CIA sur le Vatican sous Jean-Paul II, qui en arriveront à la conclusion que seuls les orthodoxes sauront défendre le pape contre tu sais qui. Là, comme on s'éloignait quand même dans des conjectures un peu complotistes, j'ai ramené notre ami Gustave au sujet qui m'amusait le plus, celui du président Macron, quitte à faire de la prophétie. Je voulais savoir comment il voyait les choses à son sujet, au moins. Et là, j'avoue qu'une fois de plus, il m'a étonné quand même. Il m'a dit, si on veut, c'est une sorte de Napoléon, mais c'est un Napoléon sans armée, un Napoléon diplomatique. Ça fait 2 ans qu'il essaie de conquérir l'Europe par la seule vertu de la poignée de main et de réformer son code civil à lui qui est la Constitution, mais ça ne marche pas. Les autres nations européennes se liguent contre sa prétention. La Russie ne l'aime pas. Les Anglais l'ont vaincu sur le front du Brexit. Il est entouré de bras cassés, qu'il a nommé lui-même pour être sûr de n'avoir aucun génie autour de lui. Et là, donc, il s'apprêtait à passer tranquillement l'épreuve de l'île d'Elbe, mais les événements lui donnent 100 jours pour redresser son image et celle de la France. 100 jours pendant lesquels il va essayer de remonter à l'assaut de l'opinion avec des ralliés et des grognards de moins en moins populaires, mais le seul ennui est qu'il a collé son nom, son énergie, son image à celle d'un monde qui est en train de couler. Les porte-containers qui dévastent la planète pour apporter des objets en plastique chinois au Havre, c'est lui et c'est fini. Les usines extraterritoriales du genre Lubrizol qui fabriquent on ne sait quoi depuis 50 ans et qui bénéficient de passe-droits incroyables à la préfecture, c'est lui et c'est fini. Les hôpitaux gérés n'importe comment par des types en costume 3 pièces qui licencient, c'est lui et c'est fini. Le défaut d'indépendance lié au flux tendu, le fait qu'on n'ait pratiquement plus de médicaments fabriqués en France ou en Allemagne, le fait de laisser entrer exprès des millions d'immigrés uniquement pour faire tourner les usines et pour acheter le samedi ce qu'elles ont fabriqué le mercredi, ce monde-là, c'est le sien et c'est un monde fini. Les discours à la noix, du genre celles et ceux, toutes et tous, c'est tout lui et c'est fini aussi. D'ailleurs, l'autre jour, là, notre bel ami avait loué les services d'un sous-titreur en direct à la télévision qui a fait sauter tous les celles et ceux, tous les toutes et tous de son discours un peu mou et un peu tiède comme un poisson pani de chez McDonald's, tout ça pour ne laisser que le masculin, ce qui a été quand même un désaveu immédiat, une critique implicite et féroce de son cerveau lavé
par l'Amérique. Donc, lui ai-je demandé, donc après 100 jours, Macro-Léon va finir à Sainte-Hélène. Ce genre de type ne s'avoue jamais, je ne dis même pas vaincu, je dis désavoué, jamais il voudra croire qu'il a fait fausse route et qu'il a raté l'examen de l'histoire. Il va écrire ses mémoires pour dire que tout le monde lui rendra justice un jour, mais la comparaison avec Napoléon s'arrête là, parce que Napoléon, lui, inventait sans arrêt des choses, ce qu'il fallait faire, etc. Il n'interrogeait pas BVA avant d'ouvrir la bouche, tandis que notre Macro-Léon, là, récite sa leçon depuis le début. Tu as vu, par exemple, en pleine épreuve, incendie de Notre-Dame, désastre sanitaire, à chaque fois, il te fait le coup du repli contre solidarité. Il te dit, il faut ouvrir les frontières, l'école, les lignes de crédit, parce qu'il a été élevé et formé pour ça. Mais en fait, il n'y a pas plus fermé lui-même. Il répète sans arrêt le même truc, comme la fille qui te dit de taper sur la touche étoile au téléphone. Mais les gens vont le haïr parce qu'ils vont avoir, par exemple, à résister à tous ceux qu'il a fait venir et qui n'auront plus leurs allocations en cas de crise économique. Et là, on va les avoir sur le dos. À moins qu'ils ne repartent effrayés par les microbes, ce qui est possible. Alors, je dis, mais tu es quand même optimiste un peu. Il m'a montré la falaise derrière nous et il m'a dit, quand tu vois ça, qui était déjà là sous les Romains, comment tu veux ne pas être optimiste? La nature fait preuve de la sagesse qui nous manque et généralement, elle parvient à nous la rendre. Eh bien voilà, sur ces paroles de Gourou Gustave, je vous quitte. Il a dit, allez, fais péter un autre pastis. Nous sommes en veille d'élection, il faut fêter ça. À bientôt, merci.